et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi, je vous ai pas pris hier parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Là je suis en speed parce que j'ai vu qu'il y avait des bouchons donc il faut que je parte vite, mais je vous prends 5 minutes. Pour vous dire que je commence la semaine en ayant terminé Victoria, je l'ai fini hier. C'est pas un coup de cœur mais c'était une très très bonne lecture, j'ai passé un super moment. Alors moi qui avais vu la série, en fait c'est tout le début de la série, hein. C'est exactement le même déroulé. En fait dans les remerciements, Daisy Godwin dit que... en écrivant ce roman, elle a écrit le scénario en même temps, en fait. Elle a écrit le scénario de la série télévisée en même temps. Donc, voilà, il y a pratiquement que des similitudes. C'est un petit peu plus développé, mais je vous conseille la série qui est vraiment chouette parce que le film, Les jeunes années d'une reine, moi j'ai vraiment pas tenu très longtemps parce que c'était d'un kitsch mortel. Voilà, moi c'était vraiment pas mon truc. J'ai préféré la série et j'ai envie de la reprendre du coup parce que moi je suis à la saison 2. Il s'est passé beaucoup de choses hein, entre le livre et là où j'en suis dans la série. Donc voilà, en tout cas c'était un très très bon moment, historiquement c'est très intéressant et c'est drôle, il y a plein de passages super drôles. On sent que Victoria a un caractère bien trempé, qu'elle veut gouverner seule et qu'elle veut qu'on lui foute la paix. Elle veut pas de mari, elle veut faire comme Elisabeth et elle veut pas se marier, elle veut pas d'enfant, elle veut être toute seule. Et malheureusement, c'est compliqué. Et puis finalement, elle va trouver voilà, un potentiel mari. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais si vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'histoire, justement. Donc voilà, très très bonne lecture, trop contente. Je commence aujourd'hui, alors je vais pas emmener ça, mais c'est ça. Je commence La Terre, qui est le 16e volume, je crois, 15e volume des Rougon-Macquart. Il me reste La Terre, Le Rêve, La Bête Humaine, Le Docteur Pascal, La Débâcle et L'Argent. Ouais, c'est ça. Il m'en reste 6. Donc ça, c'est voilà, numéro, je sais pas combien, 14. La Terre, donc, qui va parler du milieu agricole, je pense, et dont j'attends beaucoup. Je l'ai sur ma liseuse. Je l'ai pas en version rouge reliée. C'est un que j'ai pas, je sais pas pourquoi. J'ai les suivants. J'ai pas La Bête Humaine non plus, mais c'est pas grave. Donc peut-être à la maison, je regarderai ma Pléiade. Sinon, ça sera sur la liseuse. Et j'ai reçu hier un petit colis tout petit de chez Pocket. Et là, je me demande si c'est pas 5 dans tes yeux, justement, qui était sorti chez l'Iconoclaste, que j'avais pas eu, que j'avais pas lu, mais qui me tentait un peu. Pas du tout. Pas du tout. Si, ah si, bah j'avais pas le nom de l'auteur. 5 dans tes yeux de Adrien Bels. Voilà, qui est tout petit, tout mini. C'est les Révélations Pocket 2022. Ça parle de Marseille. Calanque, accent... stress, il est né, il a grandi, il a fait les 400 coups. Son surnom, c'est Nordine. Que le lui a donné. C'est Nordine qui le lui a donné. Ok. Ses amis d'enfance sont toujours là. Donc, c'est les ados dans les années 90 à Marseille, les bandes de potes. Les pauvres sont expulsés du panier, avec un grand P. Les bobos rénovent les taudis et les touristes adorent arpenter ces rues tortueuses, un peu artiste, un peu loser, stress, rêve, lui, d'y tourner un film. Ça a l'air cool. Et je l'avais pas eu parce que je l'avais pas demandé, c'est vrai, celui-là l'an dernier. Mais il avait de très très bons retours, donc il n'est pas impossible que je lise. Il est vraiment super court, hein. Il fait 204 pages, tout petit. Donc ça c'est cool. Merci beaucoup Pocket. Est-ce qu'il y a une date? Je pense qu'il est déjà sorti, hein, c'est ça. Voilà. Ah oui, très bien. Dès le matin, c'est bien, c'est rassurant. Hier, j'ai commencé Lettres choisies des Sœurs Brontë, complètement, compulsivement, avec Estelle, parce que hier, sur France Culture, il y avait une émission qui s'appelle Sans oser le demander, qui était sur la famille Brontë. Je pars bosser, je mets la radio, avant de mettre mon livre audio, et j'entends nanana Branwell. Je fais oh Branwell, il n'y en a pas des masses, il y en a qu'un, c'est Branwell Brontë. Et effectivement, il y avait Jean-Pierre Hall, OHL, qui est l'auteur de le livre Les Brontë, que j'ai lu chez Folio, qui est vachement bien, que j'avais offert à Estelle aussi. Il est top, j'avais mis des post-it partout. Et il raconte l'histoire de la famille Brontë. Pas que des sœurs, mais du frère aussi. Et en fait, ils étaient 6, il y avait 2 autres sœurs, Marie et Elisabeth, qui sont décédées au pensionnat où elles étaient gardées parce que c'était une catastrophe. Elles sont mortes de la tuberculose, je crois, c'est dit au début de ces lettres-là. Et donc on s'était acheté ça avec Estelle, enfin elle l'avait déjà, moi je l'ai acheté. Et elle m'a dit hier, bah vas-y, attends, on va le commencer maintenant en fait, parce qu'on a trop envie de lire les Sœurs Brontë, d'en savoir plus. Et donc moi j'ai lu 2 lettres hier, une lettre du père et une lettre de Charlotte. Et en fait à la fin, il y a l'index de toutes les lettres. Et quand on regarde l'index de toutes les lettres, et ben 90%, c'est que Charlotte. Voilà. Alors il y a de temps en temps le révérend, donc le père. Voilà, révérend. Charlotte, c'est que du Charlotte. Que Charlotte. Anne, une de Anne, une du père, une de Anne.
une d'Émilie, Branwell, Émilie, Anne, Branwell. Mais en tout, il doit y en avoir... en tout, il y en a 200, je crois. Non, il y en a 310. Il doit y en avoir 15 de quelqu'un d'autre que Charlotte, en fait. Donc c'est surtout Charlotte. Et je crois que Elisabeth Gaskell s'est inspirée de ces lettres-là pour écrire la biographie de Charlotte Brontë, sur la demande du père. J'avais vu ça justement, je crois, dans le livre de Jean-Pierre Hall. Mais voilà, ce n'est qu'un début, mais petite patte des Brontë. Et puis en plus, j'écoute les Hauts de Hurlevent en ce moment, en feuilleton, parce que j'avais recommencé Devenir de Michelle Obama. Mais en fait, j'ai été complètement happée par l'émission d'hier et je me suis dit non, je peux pas rester comme ça. Il faut que j'écoute le feuilleton. Donc je suis au 3e épisode et je me rappelle de ce livre que j'avais aimé, mais moins que Jane Eyre et moins que La Recluse. Donc dans l'ordre, j'ai La Recluse, Jane Eyre, Léo de Hurlevent et puis Agnès Gray, un petit peu en dessous. C'est les 4 que j'ai lus des Sœurs Brontë. Mais c'est pas fini parce que j'ai très envie de lire Le Professeur, Villette, Shirley. Déjà, quand je relis ces 3-là, ça sera cool. Mais voilà, en tout cas, je suis bien contente d'être à fond dans les Brontë. Je vais vous laisser là parce que je vais être à la bourre. Et puis, je vous reprends sûrement, soit ce matin, pour vous dire où est-ce que j'en suis de ma lecture, ou des Hauts du Hurlevent, soit demain. On est mercredi matin et je m'apprête à partir au boulot, mais ça va, j'ai 5 minutes, je suis pas trop speed. Je viens vous parler un petit peu de La Terre de Zola que j'ai commencé hier. Je suis à la 2e partie au chapitre 2, j'ai lu presque 20%. Alors j'ai pas l'édition, enfin j'ai une édition papier, la Pléiade, que je ne trimballe pas dans le métro, vous le pensez bien. Et en fait les pages sont très très fines, c'est écrit tout petit, donc c'est un peu compliqué de se rendre compte du volume. Bon voilà. Donc moi j'ai lu ça, il me reste tout ça. Il en fait alors 800 là et 300. Voilà. Donc je suis ici, 368. Il en fait 440 pages, alors que normalement sur les éditions poche c'est 600 pages plutôt. Donc là c'est vraiment que c'est serré. Là comme ça, donc il est comment? J'ai lu 100 pages à peu près sur la Pléiade, mais presque plus de 300 sur mon édition liseuse, parce qu'en fait sur la liseuse il fait 1600 pages, donc c'est n'importe quoi parce que c'est une édition e-book. Vous savez, Biblibook, là c'est les domaines publics en fait, c'est très mal fichu au niveau du comptage de pages, donc quand on compte ces pages c'est pas pratique du tout. Donc je pense que je vais reprendre une édition poche lambda, genre de 600 pages, et je vais mettre 20% et je vais voir le nombre de pages auquel ça correspond. Ça sera beaucoup plus simple, donc voilà. Alors, que vous dire? Ça parle de paysans, ça parle de campagne. On va suivre Jean Macquart, qui est le fils de Antoine. Il y a les noms des personnages qui sont utilisés là, qui sont donnés. Donc Jean Macquart, on le trouve dans La Terre. Donc c'est le 3e enfant d'Antoine Macquart et de Joséphine Javaudan, frère de Lisa et Gervaise. On connaît Gervaise, elle était dans l'Assommoir, Gervaise. Donc c'est le frère de Gervaise, en fait. Donc c'est la famille Macquart, c'est la famille du côté pas super, super clean, hein, puisque Gervaise, elle finit un petit peu alcoolique. Voilà, il a été soldat, il est devenu garçon de ferme à la Borderie à Rognes. Donc nous sommes à Rognes, à la Borderie, et donc Jean est garçon de ferme, et ben, à travers lui, en fait on commence sur lui, il sème son blé dans la campagne, tout ça, dans son champ. On zoome sur lui et après on dézoome sur la ville de Borgne. Et il y a d'autres villes, il y a beaucoup de personnages, énormément de personnages, mais en fait c'est pas ça qui est le plus important, c'est l'ambiance de la ville, la petite campagne avec les paysans qui meurent un petit peu de faim parce que le blé devient de plus en plus cher, c'est très compliqué. Le maire se frite avec le curé, il y a une histoire avec un notaire parce qu'il y a un partage, une donation en fait de terre dans une famille, ils se prennent tous la tête, c'est assez drôle, et puis à la manière de Zola c'est très rocambolesque, et c'est formidable de voir ça. Il y a un passage qui est très beau, je ne sais pas si je vais vous le retrouver, je l'ai annoté, et il faut que je retrouve juste cette partie-là. Non, il ne va pas me le retrouver, donc où c'est un passage qui est malheureusement encore très vrai.
Pourquoi ça ne marche pas? Je voudrais les annotations, s'il vous plaît. Donc je ne peux pas, c'est formidable. Ah, peut-être là. Je vais y arriver. Les aléas du direct, c'est dans mes livres en fait. Voilà, la Terre, annotation. J'ai relevé 2 annotations par rapport au chapitre 5. Alors, ça ne va pas vous parler beaucoup, mais c'est dans la première partie. Je vais regarder directement sur la page, ça sera plus simple. Voilà. Ça parle des paysans en fait. Il dit plus rien n'appartenait aux paysans, ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni même l'air qu'ils respiraient. Il lui fallait payer, payer toujours pour sa vie, pour sa mort, pour ses contrats, ses troupeaux, son commerce, ses plaisirs. Il payait pour détourner sur son fond l'eau pluviale des fossés. Il payait pour la poussière des chemins que les pieds de ses moutons faisaient voler, l'été aux grandes sécheresses. Celui qui ne pouvait payer donnait son corps et son temps taillable et corvéable à merci. Stop. On tourne la page. Obligé de labourer, moissonner, faucher, façonner la vigne, curer les fossés du château, faire et entretenir les routes, et les redevances en nature, et les banalités, le moulin, le four, le pressoir, où restait le quart des récoltes, et le droit de guet et de garde qui subsista en argent, même après la démolition des donjons, et le droit de gîte, de prise de pourvoirie, qui, sur le passage du roi ou du seigneur, dévalisait les chaumières, enlevait les paillasses et les couvertures, chassait l'habitant de chez lui, quitte à ce qu'on arrachât les portes et les fenêtres s'il ne déguerpissait pas assez vite. Mais l'impôt exécré, celui dont le souvenir grondait encore au fond des hameaux, c'était la gabelle odieuse, les greniers à sel, les familles tarifées à une quantité de sel qu'elles devaient quand même acheter au roi, toute cette perception inique dont l'arbitraire ameuta et ensanglanta la France. On sent vraiment qu'il y a un poids sur les paysans, en fait, c'est un truc de dingue. Et il y a un autre passage qui est malheureusement assez vrai, que j'ai retenu, mais je vais quand même vous le lire. Et voilà, continuait le père. On est jeune, on se décarcasse, et quand on est parvenu bien difficilement à joindre les deux bouts, on est vieux, il faut partir. Et un autre passage, allez, on a beau faire des révolutions, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, et le paysan reste le paysan. Et je trouve ça extrêmement vrai, ça me fait penser un petit peu à Germinal, et ces ouvriers, en fait, le monde ouvrier, qui malheureusement est toujours le même en fait. En fait, il y a toujours ces problèmes d'argent, de salaire, de dureté du travail. Et dans le monde de la campagne et le monde ouvrier, artisan, agricole, je vais y arriver, et ben c'est toujours un peu pareil. Et c'est des métiers très très durs qui demandent une vie en fait entière, sans jamais vraiment de repos. Donc voilà, il faut pas les dénigrer ces métiers-là, et sans eux, on n'est pas grand-chose. Donc voilà, il dépeint extrêmement bien Zola, toujours... cette terre justement, la terre en fait, la terre c'est un titre vachement banal et en même temps hyper symbolique, parce que la terre c'est la terre sur laquelle on marche, c'est la terre qui est labourée, c'est la terre qui coûte cher, qui rapporte peu mais qui nourrit quand même, et c'est très très beau. Voilà, donc, je me perds complètement dans les personnages, mais c'est pas grave. Moi j'ai compris le cheminement de Zola parce que j'en lis beaucoup, et maintenant je sais que finalement c'est pas parce qu'il y a 15 personnages qu'on doit absolument tout noter, tout retenir. Non, c'est vraiment beaucoup plus global que ça en fait. Ça ramène des idées vachement dézoomées au bout d'un moment, parce qu'au fur et à mesure qu'on lit, on se dit mais c'est pas grave si on retient pas les noms des personnages, c'est juste qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont, dans quoi ils vivent et comment ils vivent. Voilà, vous voyez, ça dézoome en fait au fur et à mesure. Donc c'est ça qui est vachement intéressant chez Zola. Donc voilà, je vais aller bosser, je vais avancer Zola j'espère, et puis je vous reprends sûrement cet après-midi. Je vous reprends un petit peu plus tard, mercredi après-midi. Je suis en train de regarder le live Twitch de Séverine. Je ne sais pas si tu passeras par là, Séverine. En tout cas, voilà, je suis avec toi. Là, on est à 41 minutes. C'est un Read With Me. Et je vais lire avec Séverine, justement. Je vais commencer celui-là. Je vais vous en parler. J'ai lu La Terre de Zola. J'ai lu un tiers. Je suis très contente. Je ne peux pas vous en dire plus que ce que je vous ai déjà dit ce matin, parce que c'est vraiment ça. C'est la vie paysanne, la vie campagnarde, avec tout son lot de soucis de terre, de soucis financiers, d'appropriation de la terre, de fatigue du travail, de tout ça, tous les conflits. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est Zola quoi. Faut pas s'attendre à quelque chose de gai.
c'est noir et c'est sociétalement compliqué, je sais pas si ça se dit, mais c'est extrêmement beau et bien écrit. J'ai relevé pas mal de passages, d'ailleurs il faut que je les post-it. Je vais post-iter ma Pléiade, vous vous rendez compte? C'est pas grave, il n'y a que moi qui le sais. Enfin vous aussi, mais vous irez pas chez moi pour vérifier que j'ai mis des post-it sur mes Pléiades. Et ça se fait de mettre des post-it. En fait, concrètement, les post-it, ça peut se mettre partout, ça n'abîme pas le livre. Donc peut-être dans 40 ans, ils auront perdu en qualité et que ça restera accroché au livre et que je pourrai plus jamais les enlever. Et que mon fils qui voudra lire mes Pléiades dira « Ah maman, franchement tu saoules avec tes post-it là, il y en a partout, il y en a marre. Je voulais lire tes bouquins mais j'arrive pas à les enlever, moi ça me concerne pas, ces programmes, ces passages, tout ça, bref. Donc j'ai avancé Zola, je vais l'avancer peut-être ce soir, sinon ça sera demain. Ce soir j'ai club de lecture avec les copines anciennement de chez Cultura qui sont maintenant au comptoir des lettres, avec une libraire du comptoir des lettres du coup. Et là on va parler rentrée littéraire de janvier, ça tombe très bien parce que je suis jury prix RTL Lire et je suis allée récupérer chez mon libraire le premier livre qu'on a reçu, Les idées noires de Laure Gourège, que je ne connais pas du tout, qui est tout court. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Quand j'ai cherché les résumés, j'en ai vu quelques-uns, et celui-là, je ne savais pas. Je tourne le livre et je lis une phrase. Vous vous réveillez un matin, vous êtes noir. Ok, très bien, très bien, ok, ça me va. C'est parti, allez. Donc je regarde un petit peu et je vois que c'est très aéré, très espacé. Il est petit, il fait 150 pages. Donc il peut tout à fait être lu ce soir, voire un petit peu demain. Et donc, premier chapitre, vous vous réveillez un matin, vous êtes noir. Deuxième chapitre, vous avez bien dormi ce matin-là, celui où vous êtes réveillé à 10h39. Vous pensiez être identique à la personne que vous étiez la veille. Vos gestes conformes à ceux d'hier. Allumez votre téléphone, la journée commence ainsi. J'aime bien la manière dont c'est directement écrit et directement atteint au lecteur en fait. J'aime bien. Donc voilà, franchement, je vais le prendre avec moi. Et je vais le lire en allant au club de lecture, comme ça je pourrais peut-être en parler justement, vu qu'on parle de la rentrée littéraire. Ça va être chouette. Donc ça c'est ce que j'ai reçu de la part de mon libraire, parce que je reçois aussi des SP de la part de mon libraire cette année. J'en ai acheté un qui était prévu, c'est Qui a tué Glenn, que je vais lire en secret. Vous le savez maintenant. Avec les copines gang des tote bags, avec Estelle, Mag et Angie. On s'est prévu cette petite lecture toutes les 4 à la fin du mois. Et ça va être cool. En fait c'est l'histoire... Il a écrit la première enquête résolue de Miss Maple, la brebis la plus intelligente du monde. En fait, voilà, apparemment une brebis a disparu. Et ça a l'air trop drôle. Donc voilà, j'ai super hâte de le lire la semaine prochaine avec les filles. Donc ça, c'est cool. Et je m'attendais pas à ce qu'il arrive aujourd'hui. Je l'avais commandé, j'avais oublié que je l'avais commandé. Le tome 4 de Anne. C'est Anne de Windy Willows. Et il sort demain. Le 20, normalement c'était le 20 je crois, on est le 19, donc voilà, il est beau, il est tellement hivernal. Regardez cette couverture, c'est trop beau. Et Anne qui part comme ça, qui est grande maintenant, qui a 18 ans, 19 ans je crois, et qui a fini ses études. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que ça spoilerait à mort, il est à 16,50 €. Ils sont vraiment pas chers, enfin, comparé, pardon, hein. Mais ça coûte 17 €, il n'y a rien, et ça fait 150 pages. Pour 50 centimes de moins, vous avez Anne, en fait. Voilà. Il y a pas... Tu peux pas tester. Anne. Voilà, qu'est-ce que je vois? Oui. Oh là là. J'ai reçu aussi dans ma boîte aux lettres une petite enveloppe de Léa, Book Addict, que vous connaissez maintenant. Alors, vraiment, hein, j'essaye, mais je crois que ça marche pas. Si je fais ça... Bon, c'est Léa, voilà, qui m'envoie un marque-page. Et je fais « Ah, mais c'est trop mignon, c'est trop gentil, elle a peut-être dû m'envoyer un deuxième marque-page de sa boutique. » Et j'avais vu un marque-page passer avec écrit « Bookstagram Reader ». Et je trouvais ça super joli, avec un petit cercle en feuillage, très très joli. Et je le vois passer chez Cécilia en story. Ah bah je fais « Cool !» Je l'ouvre. Et alors, pardon. Mais j'ai un marque-page de classe internationale avec écrit « La vie peut être belle, ça peut valoir le coup de se battre pour elle ». Et c'est de Stephen King. C'est pas trop classe. Avec, regardez, la tache de sang comme ça. Oh, c'est trop bien. Oh, j'aime trop. Il est beau, il est tout soft comme l'autre. Et c'est un petit peu en relief au niveau de la police. C'est en 2 polices différentes. Et il va m'accompagner. En fait, je vais le mettre tout de suite dans les idées noires. Et j'ai hâte de lire un King pour le mettre dedans. J'en ai un autre de Mine, que j'avais acheté avec plein de références à King, avec il y a Pennywise, il y a le ballon, il y a le chat de cimetière, il y a plein de trucs. Et il était très beau, il y a une petite clochette, enfin c'est pas une clochette, un petit, je sais pas comment ça s'appelle, un truc qui pendouille de marque-page, avec un petit crâne, je crois,
ou un petit ballon, je ne me rappelle plus, dessus. Et celui-là est trop classe. Donc merci encore Léa si tu passes par là. C'est adorable cette petite attention pour moi, ça me fait très plaisir. Il est tout beau, il est tout beau. Donc voilà, ça c'est cool, c'est pour les réceptions, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire à peu près. Qu'est-ce que je... Bah non, moi c'est tout. Si. J'ai regardé une vidéo, mais je vous en ai parlé sur Instagram. C'est la vidéo de Xaxou, qui démonte le livre de Léa Salamé, Femme puissante. Et elle explique pourquoi. Et je suis complètement d'accord avec elle. Je suis aussi d'accord avec le fait qu'il ne faut pas se tirer dans les pattes entre femmes, d'accord. Mais je trouve ce bouquin, effectivement, je trouve qu'il n'a pas sa place dans les bouquins féministes. Et qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à ce livre si vous voulez découvrir le féminisme. Et avoir un panel d'interviews de femmes puissantes, voilà, aller chercher plutôt vers d'autres essais, peut-être sororité par exemple, sur des femmes qui sont moins connues, qui écrivent extrêmement bien. Aller voir une bibliothèque féministe de l'Iconoclaste que j'ai commencé à lire, qui est extrêmement bien enseignée, avec une vraie introduction au début, avec un vrai contexte sur la personne qui va écrire le texte en lien avec l'auteur qu'elle veut mettre en lumière. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, le premier, c'est Adèle Haenel, qui parle de King Kong Theory de Virginie Despentes, ou de Baise-moi de Virginie Despentes, je ne sais plus. Mais qui parle de ça et qui introduit, en fait, le contexte de Virginie Despentes. Et avant ça, il y a, comment elle s'appelle ? Agathe Le Taillandier, je crois, qui introduit Adèle Haenel. Donc en fait, à chaque fois, il y a une espèce de 2 introductions avec un vrai lien entre les personnes. C'est hyper bien fait. Donc, si jamais vous tombez sur Femme puissante, grand bien vous fasse, peut-être lisez-le, peut-être tirez-en les conclusions que vous souhaitez, mais ne vous limitez pas à ça, parce que c'est compliqué, c'est problématique. En fait, il y a plein de choses qui sont problématiques. Donc voilà, allez voir la vidéo de Xaxou, qui est très bien faite, parce qu'elle explique qui est Léa Salamé, pourquoi elle a écrit ce livre, qui sont les femmes interviewées. Enfin, vraiment, elle contextualise vraiment bien. Donc, moi, j'ai adoré cette vidéo et je lirai définitivement pas ce livre. Je vais continuer une bibliothèque féministe qui est beaucoup plus intéressant et intelligent. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'essaierai peut-être de faire des petits plans ce soir au comptoir des lettres, mais j'en avais déjà fait une fois. Donc je sais pas. Et j'ai un livre à acheter aussi pour une copine. Donc voilà. Eh bien, écoutez, peut-être demain. Je reprends demain, je fais quoi demain si je bosse ? Ah, j'ai peut-être pas le temps demain. Peut-être vendredi, bref. J'aurais avancé la Terre, donc je pourrais peut-être vous en parler. Peut-être que j'aurais fini Idée Noire également. Nous sommes vendredi matin, dernier jour de ce vlog. Je le conclurai cet après-midi, ou ce soir, non, cet après-midi. Alors, j'ai avancé la Terre. Je vous rassure, je ne prends pas ma Pléiade dans le métro. Je prends ma liseuse, mais je reporte les pages. Et c'est pas facile, en fait, c'est pas très pratique. Parce que c'est écrit petit, donc j'ai l'impression de ne pas lire beaucoup. Et en fait, si, hier j'ai calculé, j'ai lu 122 pages en Pléiade, donc c'est quand même pas mal, sur un bouquin qui en fait... Je vous avais dit comment il faisait ou pas ? Le rêve, il commence où ? Non, la Terre commence à la page 365 jusqu'à 810. Ça fait un peu moins de 500 pages, alors qu'en vrai, il en fait facilement 600 en fait. Donc voilà, j'en suis là. Voilà, j'ai lu tout ça, et il me reste ça. Donc il me reste un peu moins de la moitié à lire. J'ai enlevé mon King, je crois que je vous l'ai dit hier, que j'avais prévu de lire à partir d'aujourd'hui. La tempête du siècle, que je lirai un peu plus tard, c'est pas grave du tout. Pour avoir le temps de finir Zola et pour commencer ensuite Qui a tué Glenn. Je ne l'ai pas là, il est dans la bibliothèque là-bas, avec les filles. Et on commence mardi ou mercredi, je crois. Donc ça me laisse vraiment du temps tranquille pour finir La Terre de Zola. Là, je suis... ouais, il va me rester 200 pages à peu près. Et du coup, potentiellement, je pourrais grappiller un petit peu tous les livres qui sont entamés en ce moment. Donc, une bibliothèque féministe, les mémoires de la forêt, les lettres choisies des sœurs Brontë. Qu'est-ce que j'ai encore ? Je sais plus. Bref, déjà ces 3-là, c'est pas mal. Plus tous les graphiques que je n'ai pas lus pendant ma semaine de graphique, à savoir La fin du Moriarty 4, L'affaire Zola, 109 rue des Soupirs et En proie au silence. Donc j'ai le choix, en fait. Donc ce que j'ai envie de faire, là, tout de suite, mon cerveau de lectrice me dit, tu finis aujourd'hui Zola, et samedi, dimanche, lundi, tu lis des graphiques et tout, et plein de trucs.
donc ça n'arrivera pas. Mais j'ai bon espoir d'avancer. En fait, j'ai enlevé King pour avoir le temps de savourer Zola. Parce que j'aurais tout à fait pu le finir, non, en vrai non, mais j'aurais pu le finir aujourd'hui et commencer King là cet après-midi. Mais j'aurais dû speeder un peu Zola, pas le lire en diagonale, mais le lire vite, comprendre l'histoire, peut-être effectivement sauter une ligne de temps en temps parce que je comprends les descriptions, parce que je sais où il est, tout ça. Mais là, j'ai envie de prendre le temps, en fait. Donc, il y en a plein qui me disent oui, mais les plannings de lecture, c'est contraignant. Et ben en fait, non, parce que tu vois, j'enlève une lecture si j'ai envie d'en savourer une autre. Si j'ai envie de modifier un petit peu, bah, je le fais. D'ailleurs, je vais modifier un petit peu mon planning de lecture de février parce que j'ai le prix RTL Lire dont je vous avais parlé. Il est où? Il est là. Je crois que je vous l'ai dit. Oula! Ouais, je suis en pige. J'ai lu ça. J'ai lu 47 pages et j'ai laissé tomber. Je n'adhère pas du tout au style en fait. Autant le principe, vous vous réveillez un matin, vous êtes noir, ah intéressant. Je ne sais pas où ça va, je ne comprends pas l'intérêt et je n'aime pas du tout le fait que ça soit à la deuxième personne du pluriel. Vous soulevez le couvercle, la cuvette vous paraît sale, le nez dans la fosse, l'endroit est crade, nanana, vous attraperez la brosse à récurer, nanana, vous êtes invité à l'anniversaire de votre amie viennoise née en Transylvanie, ok génial, vous pourriez entamer une analyse de la symbolique du monstre radioactif, vous êtes une intruse, vous pleuriez cet isolement, ça me saoule en fait, ça me saoule. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que cette édition, Paul, là, c'était l'édition dans laquelle étaient édités les livres de Valère Novarina. Pour ceux qui connaissent le théâtre, Valère Novarina est un auteur de théâtre que j'avais étudié à la fac et qui m'a traumatisée. Qu'est-ce que j'avais lu? L'avant-dernier des hommes. Voilà. C'était... Mais j'ai jamais lu un texte pareil. Mais ça n'avait ni queue ni tête, quoi. Ça ne voulait rien dire. Il y avait plein de néologismes. Et le pire, c'est que comme j'étais en théâtre, je devais apprendre des passages entiers. Donc quand tu apprends un texte, tu le lis, tu le comprends et après tu le récites parce que tu l'as compris. Mais quand tu apprends un texte que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, comment tu peux réussir à le déclamer si tu ne réussis pas à mettre les mots dans le bon ordre parce que eux-mêmes, les mots ne sont pas dans le bon ordre. C'est dur, en fait. C'est très dur. Donc voilà, donc j'associe cette édition-là à cet auteur de théâtre que je n'aime pas du tout, Valère Novarina. Et là, du coup, bah, ça l'a pas fait non plus. Mais ça ne veut rien dire, parce que l'an dernier, j'avais... Ah si, je l'avais abandonné aussi, le Paul, je crois. C'était quoi? Je ne sais même plus comment ça s'appelait. Il y avait un des éditions Paul aussi. Mais bon, grande maison d'édition, blabla, je sais pas quoi. Je sais pas d'ailleurs quelle maison d'édition c'est, Paul. Paul, ça veut dire quoi? POL. Je sais pas si c'est du Flammarion ou... De toute façon, ça doit... J'imagine que ça appartient à un gros groupe, typique Grasset, Plomb, compagnie, la Flammarion, je sais pas quoi. Mais là, vraiment, non. Non, non, non. Non. Donc j'ai laissé tomber. Je sais que là, je vais aller récupérer chez mon libraire le Pierre Lemaître qui est arrivé, qui me tente pas trop, mais je vais le... Voilà, par exemple, je pourrais commencer ça ce week-end aussi. Mais voilà, ça fait partie des livres qu'il faut que je lise pour le prix RTL Lire. En attendant, si je vais à ma librairie à 10h, peut-être qu'entre-temps, mon libraire aura reçu un autre livre, je ne sais pas. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Je crois que c'est complètement décousu ce que je vous dis. Mais donc je lis La Terre tranquillement. La semaine prochaine, je commence Qui a tué Glenn. Et je finis le mois avec Si c'est un homme que je relis. Parce que je l'ai lu en vrai 2 fois. Mais comme je l'ai étudié beaucoup en terminale, j'ai dû le lire plein de fois en vrai, sur plein de passages différents. Et je le relis avec Olivia et d'autres qui veulent le lire. Certains ne l'ont jamais lu et ça me fait trop plaisir de me dire qu'ils vont découvrir ça. Voilà, ça va être trop bien. Mercredi soir, j'avais club de lecture, anciennement Cultura et maintenant Comptoir des Lettres. Pour ceux qui veulent, alors quand j'ai mis ça sur Instagram, il y en a pas mal qui m'ont dit moi j'aimerais bien avoir un club de lecture. Renseignez-vous dans votre ville, montez un club de lecture, allez dans votre librairie, demandez s'il n'y a pas moyen d'en faire un peut-être. Allez dans les médiathèques, des fois il y a des soirées lecture, des trucs comme ça, des trucs à thème. Ça peut être cool. Moi j'ai la chance d'être à côté de Paris, donc oui effectivement j'ai pas mal de choix. Mais je pense que c'est tout à fait possible de faire des clubs de lecture chez vous. Voilà, ou sinon vous avez des clubs de lecture sur Instagram aussi, bien sûr. Donc on n'était pas beaucoup, on était 5, mais on a pas mal parlé et j'ai posté sur Instagram plein d'idées lecture qui sont arrivées grâce à la libraire et puis aux autres qui étaient là. Notamment un qui s'appelle La péninsule des 24 saisons, d'un auteur ou d'une autrice japonaise dont j'ai oublié le nom bien sûr, mais
Je suis tombée sur Instagram sur un compte qui s'appelle Koyo Mist, K-O-Y-O, Mist, M-I-S-T-E, qui répertorie les 24 saisons du Japon. En fait, il n'y a pas 4 saisons au Japon, il y en a plein, parce que c'est extrêmement symbolique, c'est en fonction des fleurs, de la saison, de la météo. C'est apparemment des saisons solaires, je pense. Alors, j'imagine que ça doit beaucoup être en fonction de la lune aussi peut-être, et du soleil, enfin voilà, toutes ces choses-là. C'est extrêmement symbolique, et du coup, ce livre me fait vraiment très envie. La péninsule des 24 saisons. Bien sûr, il n'est pas dans ma wishlist, bien sûr, je ne l'ai pas acheté, bien sûr, je n'ai pas la place de le mettre dans mon planning, mais il me fait quand même très envie. Et en plus, la libraire, là, en service presse, donc je pourrais tout à fait dire, ah bah tiens, je passe à la librairie tout à l'heure et je vais le récupérer. Mais je ne sais pas quand je le lirai. Mais en fait, là, j'ai envie de le faire. Non, j'aurai pas le temps. Non, faut que je bosse mon dossier, donc non, j'aurai pas le temps. Peut-être la semaine prochaine, si j'y passe. Bref. Ah, j'ai tellement d'idées lecture dans la tête, c'est insupportable. C'est horrible. C'est... J'adore ça. Mais parfois, je me dis que je consacre déjà beaucoup, beaucoup de temps à la lecture, que je prends pas mal les transports, que je lis énormément. Là, j'ai calculé mon nombre de pages, on est le 20 et j'ai déjà lu 3381 pages. C'est énorme, j'en suis presque à 200 pages par jour, certains jours, quoi. C'est énorme. Donc, je peux pas lire plus. Si, je peux lire plus, mais si j'éteins mon téléphone et que je l'allume 1 heure par jour, ouais, non, c'est compliqué, parce que j'ai quand même une vie sociale, en fait, j'ai une vie de famille aussi, donc si j'étais seule, mais je lirais 2 fois plus, bien sûr, mais j'ai une vie sociale et une vie de famille que je ne regrette absolument pas, que j'ai envie de savourer aussi, en fait, donc je peux pas faire plus. Et c'est aussi pour ça qu'en février, j'aurai pas de planning de lecture commune. Parce que, en fait, je fais quelques lectures avec Estelle. On s'est mis d'accord sur certains livres. Mais je n'ai pas de planning parce que j'ai envie de faire un mois chill. Voilà. Où je vais dire, bah tiens, demain, je commence cette lecture-là. S'il y en a qui veulent me rejoindre, c'est parti. Mais je vais rester un peu spontanée pour ce mois de février parce qu'à la base, c'était le mois de départ de mes oraux pour le concours que je passe. Je le passe en octobre. Donc finalement, j'ai un petit peu de temps. Mais j'ai vraiment les boules que ça soit si tard. C'est pas grave, j'aurai le temps de le potasser. Et du coup, bah voilà, en février, j'ai pas de raison d'avoir un planning allégé. Et il est pas du tout allégé en vrai parce que bah, j'ai déjà le prix RTL à lire et à rendre avant fin février. Enfin, je dois donner mon livre préféré avant fin février. Et puis, j'en ai 7 ou 8, en fait, que j'ai mis dedans en plus. Alors, j'en ai des tout petits, mais j'ai des pavés. Lady Elizabeth, c'est un pavé. Bridgerton, c'est un beau livre aussi. Lequel encore j'ai... Ah non, il s'est éteint. Ah, c'est bon. Hop. Blablabla. Blablabla. Février... En février, j'ai compté 2854 pages. Bon, c'est pas énorme, mais quand même, vous voyez, c'est quand même... voilà. Et je veux pas me charger trop. Donc, c'est toujours un gros dilemme, en fait. Parce que j'ai envie... Quand je fais mes plannings de lecture, j'adore faire mes plannings de lecture, j'adore programmer les lectures, parce que c'est que des livres, encore une fois, qui me font vraiment envie. Et que je sais, j'aurai plaisir à lire. Parce qu'en fait, c'est rare que j'achète des livres où je me dis ah bah tiens, la couverture est sympa. Ah bah... Non. J'ai en fait un vrai feeling sur le sujet, le thème, des copines qui l'ont lu, qui me disent ça va te plaire parce qu'elles me connaissent en fait. Donc je vais dire 92% des livres qui sont dans ma palle sont des livres que je pense vraiment je vais aimer en fait. Donc j'ai hâte de les lire. Donc j'ai hâte de les mettre dans mon planning. Donc je pourrais rester spontanée à dire bah tiens je prends celui-là, mais comme j'aime bien être organisée, j'ai besoin de les répertorier. C'est pour ça en fait que je fais des plannings lecture. Au niveau des SP, j'en reçois moins maintenant, donc je pourrais me dire allez ouais. Mais en fait non, j'aime bien organiser ça. Du coup, là, en février, c'est trop bien parce que je vois tout ce que je vais lire et ça va être trop bien, ça va être trop cool. Donc, j'ai rajouté des thrillers parce qu'on va essayer d'aller au Quai du Polar avec les filles là en avril. Du coup, je veux lire Nécrologie de Paul Cleave, je veux lire Les Couloirs démoniaques de Jean-Marc Desnaux et je vais lire un polar nordique aussi, coucou Meg. Et puis, je vais essayer d'en lire d'autres aussi là avant le mois d'avril. Mais c'est vrai que tout me fait envie. Donc, des fois, il y a un côté...
hyper exaltant et un autre côté hyper frustrant parce que tu veux tout lire tout de suite. Genre, t'étales tout et tu prends 4 jours d'affilée, 24 heures pendant 4 jours, là, hop, tu lis, tu fais que ça, que ça, que ça. Et tu assouvis partiellement ton besoin de lecture. Et en vrai, non, ça ne se passe pas comme ça, bien sûr, parce qu'on a, on a un travail, on a une vie de famille, et on a des imprévus aussi qui font que, bah non, un jour, peut-être tu vas lire que 20 pages parce que t'as pas eu le choix, et c'est pas grave. Mais c'est un désir qui n'est jamais assouvi totalement, en fait, la lecture, et ce n'est qu'une envie infinie et perpétuelle de plus, de toujours acheter plus, de toujours lire plus. Et quand tu te poses 2 secondes et que tu dézoomes, tu fais alors j'ai 60 livres à lire, est-ce que vraiment je vais aller à la librairie en acheter encore 4 de plus? Est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Non, j'en ai pas besoin, mais ça me fait plaisir, parce que quand je tombe sur la librairie Violet Co la semaine dernière, et ben ça m'a fait hyper... La semaine dernière? Cette semaine? C'était quand? Cette semaine? Je sais plus. Ça m'a fait hyper plaisir de lire, d'acheter 2 livres écrits par des femmes féministes dans une librairie féministe. Mais c'était obligé que je craque, en fait. Je n'avais pas le choix. Donc, je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous me comprenez, en fait. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes un peu passionné par la lecture aussi. Et que c'est une envie, une passion qui n'est jamais assouvie. Et tant mieux, en fait. Parce que si c'était assouvi, ça serait un peu la merde. Parce que ça veut dire qu'on aurait tout lu et que plus rien ne nous ferait envie. Et heureusement qu'il y a plein de livres qui sortent. Pas cool pour la rentrée littéraire de janvier avec plus de 500 livres qui sortent. Mais parmi ces 500 livres, bah, y en a plein, potentiellement, qui peuvent être géniaux, en fait. Et qui peuvent changer des vies. C'est trop, trop bien. Et je me rappelle que l'an dernier, grâce au prix RTL Lire, j'ai lu Des Diables et des Saints. Et que sans ce prix, je n'aurais jamais lu ce livre, je pense, parce que je serais passée à côté. Je l'aurais vu passer partout parce qu'il a eu plein de prix, et puis je me serais dit, oh, je vais laisser un peu passer, et puis j'aurais eu mon planning et tout, et sûrement que je l'aurais peut-être lu dans 5 ou 10 ans, ou jamais. Et je serais passée à côté du coup de foudre, en fait. Et c'est ça qui est chouette. C'est le hasard aussi, des fois. Je vois... je suis en train de regarder le vlog de Angie, qui parle de Bojangles, en attendant Bojangles, et qui dit qu'elle aurait aimé... alors, je connais son avis, et au préalable, elle dit j'aimerais bien caser un petit livre entre 2 lectures Charleston. Et moi, je sais que c'est ce livre-là et qu'elle a eu un énorme coup de cœur pour ce livre-là. Et j'adore voir ouais, je vais caser un petit livre et de la voir après, dans un autre plan, être très émue parce qu'elle a adoré ce livre. Et je me dis, mais c'est ça c'est trop bien en fait. C'est ça qui te dit, oh tiens, je vais lire celui-là. Oh, et tu ressors de cette lecture et t'es, voilà. C'est ça qu'on veut en fait. Et c'est ça qu'on a souvent quand on lit beaucoup. Et même quand on lit pas beaucoup. On peut en lire 12 par an et avoir 12 coups de foudre. Et ça, c'est magique, en fait. C'est trop bien. Je sais plus ce que je vous disais. Donc, la lecture, c'est trop bien. Donc Zola, donc Qui a tué Glenn, Si c'est un homme, et pas de lecture commune en février, mais c'est pas grave, ça fait 15 minutes que je parle, et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre encore, rien. Je vais aller m'habiller, je vais aller bosser sur mon dossier, parce que je suis presque à la fin. Je dois l'envoyer avant le 7 février, et il faut quand même que je le fasse imprimer, que je le fasse relier, que je le fasse tout beau, envoyer un accusé de réception, machin truc, recommandé et tout. Donc je veux pas m'y prendre trop tard. Et ensuite... 9h14. Bon, ça va. Je vais me doucher et je vais à la librairie récupérer le Pierre Lemaître. Et du coup, voilà, je vais essayer de lire Zola. Si je le finis demain, et ben je le finis demain et ça sera super, mais je sais que je ne me serai pas pressée. Et peut-être après, je lirai des graphiques. Peut-être que je lirai une bibliothèque féministe. Je veux avancer le livre de Michael, absolument, Les Mémoires de la forêt, parce qu'il est magnifique, vraiment magnifique. Et peut-être que je lirai totalement autre chose, en fait. On verra, c'est pas grave. Voilà, je vous laisse et je vous reprends un peu plus tard. Je viens conclure ce carnet de bord, on est vendredi après-midi. Et merci déjà pour tous ceux qui ont participé au live sur Instagram ce midi. Donc quand vous verrez cette vidéo, ce ne sera pas forcément ce midi, mais du coup ça aura été le vendredi midi. On a beaucoup parlé des sœurs Brontë et du frère Brontë. Et on a même monté un groupe, une discussion Instagram pour lire du Brontë. Donc on est en train de se mettre d'accord un petit peu sur quoi lire. Parce que certaines ont déjà lu Léo de Hurlevent, Jenner, un peu les classiques des sœurs Brontë. Il y en a qui ont lu Le Professeur, il y en a qui ont lu Villette, tout ça. Il y en a qui sont en train d'en lire. Il y en a qui parlent des poèmes de Émilie Brontë que moi je ne connais pas. Et moi j'avoue que j'ai très envie de lire et d'être choisie parce que je l'ai commencé. Donc
j'ai envie de le continuer. Je pense que je vais picorer une lettre ou deux ce soir. Et d'ailleurs, j'avais dit qu'il y avait des mots surlignés, soulignés plutôt, dans cette édition, qui n'est pas dans Folio, et j'ai demandé carrément à la maison d'édition. C'est les éditions de la Table Ronde, en fait, qui publient aussi Quai Voltaire. Et je dis voilà, je suis allée en disant, bon, bah, j'ai envoyé un message privé sur Instagram en expliquant la situation, que je ne comprenais pas pourquoi il y avait des mots soulignés, tout ça. Et elle a fait des recherches, la fille, très gentiment. Et elle m'a dit, en fait, c'était les mots étaient déjà soulignés dans les lettres de Charlotte, donc on les a laissés comme ça, en fait. Donc, très bonne explication. Donc comme ça, moi, je sais que ces mots étaient volontairement soulignés dans les lettres de Charlotte, et ça rend le truc encore plus authentique, en fait, donc c'est trop bon. Donc j'ai hâte de lire Les Sœurs Brontë, c'est trop cool. J'ai un peu mal à l'œil gauche, là, ça me fait un peu mal. J'ai essayé de mettre du sérum film, mais je suis nulle, donc il faudrait vraiment que j'essaye. J'ai même pas l'œil rouge, en fait, j'ai juste, je pleure, je pleure un petit peu. J'ai des yeux qui pleurent, avec une espèce de petite conjonctivite, mais ça gratte pas, en fait, c'est juste que j'ai l'œil qui pleure et qui est un peu fermé, quoi, donc ça fait des années que c'est un peu comme ça, et là, ça prend un peu plus de... pas d'ampleur, mais voilà, c'est un peu plus pénible. Donc je vais essayer de m'en occuper. Donc les Brontë, ça c'est cool. Moi j'ai montré aussi que j'avais Villette et Le Professeur, parce que j'ai très envie de les lire. Deux formats différents, parce que là il est écrit tout petit. Et là, beaucoup plus gros. Je sais pas si on... Voilà la différence quand même. Hein. Voilà. Donc moi j'aurais bien aimé commencer par Le Professeur avant d'attaquer Villette, mais en fait, je sais pas. Donc trop hâte de continuer Les Sœurs Brontë. J'ai commencé le roman audio Jane Eyre, en fait, en audio. Et le début est violent, et d'une violence incroyable. La petite Jane Eyre, elle a 10 ans et elle se fait traiter comme du poisson pourri, c'est un truc de fou. Je me rappelais pas de ce début si violent, et là le fait de l'écouter a beaucoup plus d'impact en fait, donc je suis très très contente de pouvoir l'écouter. Je n'arrive pas à quitter Les Sœurs Brontë, ce n'est pas possible, j'ai eu un coup de foudre pour elle en fait, elle et eux en fait. Et sinon, je suis allée chez mon libraire tout à l'heure pour récupérer Le Grand Monde de Pierre Lemaître, qui sera mon premier Pierre Lemaître. C'est pour le prix RTL Lire. Il est très gros. Il fait presque 570 pages. Il est énorme. Mais mon libraire m'a dit Pierre Lemaître, ça se lit très très vite, très bien. Donc moi, j'ai jamais lu cet auteur-là. Donc j'ai hâte de le découvrir. C'est pas un truc qui me botte de fou, en fait. C'est dans... Alors attendez, je vais vous lire le truc. 3 histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente égarée, 2 processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Douairi, un accent mystérieux, la postière de Lambergheim, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible, et quelques meurtres. Ça a l'air... En fait, ça a l'air bien. Ça a l'air cool. Donc, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. Je sais pas quand je vais commencer ça, mais j'ai hâte. Ça commence à Beyrouth en mars 48. Donc, on est après la guerre. Ok. Très bien, à Beyrouth. Puisque tu as décidé de partir. Au fil des années, la procession familiale qui empruntait l'avenue des Français avait bien connu des variantes, mais jamais encore elle n'avait pris l'allure d'un cortège funèbre. Bien. J'aime bien lire les premières phrases comme ça pour me donner une idée. Et bon, bah ça va être cool. En fait, ça va être cool. Ça va être sympa de découvrir ça. Voilà, là, il est 15h05. Je vais essayer de reposer un petit peu mon œil, mais j'aimerais bien avancer Zola. Donc, je vais quand même le prendre avec moi. Mais me mettre au calme. Et essayer de l'avancer. Et essayer de l'avancer pour la nuit de la lecture, là, ce week-end. Ce soir, peut-être demain soir, tout ça. Voir si je peux lire, si mon conjoint fait un peu de musique, parce que je pense que c'est ce qu'il veut faire. Donc, on va essayer de lire. J'aimerais bien finir demain. J'aimerais bien finir demain. Comme ça, je vais lire les lettres choisies de la famille Brontë. Ou Le Grand Monde, ou je commence Le Grand Monde. Je peux commencer Le Grand Monde. Mais il faut que j'avance aussi le livre de Michael, Mémoire de la forêt, qui me fait trop envie, qui c'était trop bien, et qui est trop beau. Et le soir, il est tellement agréable à lire, avec un petit fond de musique Ghibli, comme je m'étais fait la semaine dernière. C'était trop bien. Et j'y pensais, je me disais, c'était déjà la semaine dernière que je le lisais, en fait. Vendredi dernier, mon conjoint avait répète avec son groupe, et c'était vendredi dernier que je m'étais posée avec une musique d'ambiance Ghibli. C'était déjà vendredi dernier, donc c'est-à-dire qu'il s'est passé une semaine avant que je repense à ce livre. J'ai presque pas pensé de la semaine et je m'en veux parce que j'ai plein de trucs dans la tête. Mais bon, j'avais Zola, donc voilà, je vais avancer Zola maintenant. Et
Et puis on verra après. Et vive les Brontë, vive les Brontë.